Chers amis de Radio Urumuri qui nous suivez en images et en audio, permettez-moi ce soir de vous saluer d'abord, de vous dire bonsoir et puis de vous souhaiter la bienvenue dans nos émissions de ce soir. Je suis Aloïse Simpunga qui vous ai préparé les émissions de ce soir et qui vais les diriger. Mais comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seul, je suis avec l'ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, qui va aujourd'hui, comme tous les mardis, va nous aider à comprendre certains points de l'actualité, et surtout l'actualité en rapport avec le Rwanda. Je voudrais d'abord lui souhaiter la bienvenue et lui demander de saluer nos auditeurs. Ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, bonsoir. Ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, si j'ai fait appel à vous ce soir, c'est comme d'habitude pour que vous puissiez nous aider à décrypter certains points de l'actualité rwandaise, de la région des Grands Lacs et aussi en rapport avec le Rwanda et ses relations avec le monde. Vous êtes diplomate de carrière, vous êtes en France, vous êtes rwandais et nous allons commencer par une actualité qui implique donc vos deux pays, votre pays d'origine et votre pays d'accueil, mais aussi un pays tiers, le Mozambique. Récemment, comme on l'a suivi, le Rwanda a envoyé des militaires au Mozambique pour aider le Mozambique à lutter contre les assaillants islamistes. Je ne sais pas, hein, on leur donne pas mal de noms. Donc, qui sont au nord du Mozambique, à Cabo Delgado, une région dans laquelle on a découvert des gisements de gaz et des quantités vraiment du gaz vraiment en très grande quantité, de telle sorte que une fois exploité ces gaz, le Mozambique en tout cas serait parmi les plus grands producteurs de ce monde du gaz. Et curieusement, le président du Mozambique a paniqué dès que les découvertes ont eu lieu en 2010. Hein, c'est des sociétés américaines qui ont découvert ces gisements. Et le Mozambique, les problèmes du Mozambique ont commencé parce que le Mozambique a été harcelé depuis jusqu'à ce que le président actuel du Mozambique ait paniqué. Il est parti à gauche, à droite pour demander de l'aide parce qu'au nord, justement, dans les lieux où le site où on a découvert ces gisements, il y a eu une guerre qui vient des extrémistes islamistes, hein, comme certains le disent, et dont on ignore les objectifs, hein, en tout cas jusque-là, dont on ignore d'où ils viennent, voilà, ils ont fait la guerre, ils font la guerre, ils déplacent les populations, mais on ne sait pas ce qu'ils veulent, et le Mozambique non plus, je pense, parce que même l'indépendance ou la sécession, ils n'ont jamais revendiqué. Donc, jusque-là, c'est le flou. Et alors, pour conclure, le Rwanda s'est proposé pour aller aider le Mozambique à chasser ses assaillants, donc ses agresseurs. Le problème, c'était que les pays de la région où se trouve le Mozambique s'étaient proposés d'aller aider leurs frères, le Mozambique, à résoudre ce problème et envoyer des militaires. Alors, est-ce que le Rwanda
qui avaient été avertis de ne pas y aller, que ce sont les frères du Mozambique, du SADC ou de la SADC, qui allaient aider leurs confrères à résoudre leurs problèmes, et le Rwanda qui s'est précipité à la surprise de tout le monde pour y aller. Pour nous, je crois que dans la petite présentation que je viens de faire, vous avez perçu pas mal d'incohérences, de questionnements. Et justement, c'est pour cela que nous vous avons appelé, monsieur l'ambassadeur. Voilà. Vous l'avez suivi, cette histoire. Qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, le Mozambique, en principe, ce n'est pas tout à fait à côté du Rwanda. Ce n'est pas un pays voisin du Rwanda. Ils ne font même pas, les deux pays, Mozambique et Rwanda, partie d'une communauté économique africaine régionale. Mais c'est un pays quand même qui, depuis l'indépendance, a entretenu de bonnes relations avec le Rwanda à distance. Je le dis, à l'époque du président, le premier président après l'indépendance, Chissano, et plutôt Samora Machel, et puis Chissano après et les autres. Il y a même des responsables politiques rwandais qui se sont réfugiés dans ce pays. Le premier d'entre eux, c'était l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Ngalkinwari. Je le dis parce que je lui ai rendu visite à Maputo et qu'en ce moment-là, il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas beaucoup de Rwandais au Mozambique. Une dizaine peut-être, maximum, de familles. Si le ministre des Affaires étrangères a choisi d'aller à Maputo alors qu'il vivait en Belgique, ça veut dire qu'il y avait des relations, à part les relations personnelles qu'il entretenait avec le président Chissano, parce que j'ai connu aussi cette période où ils étaient tous les deux ministres des Affaires étrangères et où ils étaient vraiment très, très copains, je dirais. Je le voyais à Addis Abeba. Ça ne m'a pas beaucoup étonné qu'ils choisissent de quitter la Belgique pour devenir réfugiés au Mozambique. Et puis après, ça s'est construit. Les Rwandais sont allés à la faveur justement de... Vous savez, il y a toujours des pionniers dans toute aventure. Et il a aidé pas mal de Rwandais à s'installer au Mozambique, dès le départ. Et puis, plusieurs autres. Un ancien Premier ministre a choisi aussi de se rendre et de vivre en exil dans ce pays. Et puis, tout allait bien, comme vous l'avez souligné, jusqu'à la découverte de toutes ces richesses dans le nord du Mozambique, pas loin de la Tanzanie, à un endroit stratégique où précisément il y avait des richesses insoupçonnées qui ont été découvertes depuis une dizaine d'années. Et la guerre a commencé, une guerre qu'on a attribuée à une secte religieuse. Comme par hasard, chaque fois qu'il y a du pétrole quelque part ou du gaz, il y a des islamistes dont on ne sait pas d'où ils viennent, dont on ne connaît pas. À croire qu'ils marchent au gaz. À croire qu'ils ont... que le gaz les attire particulièrement. Mais c'est bizarre. Parce que le gaz, d'ailleurs, ces pauvres gens, ils n'en profitent pas beaucoup. En fait, ce sont des mercenaires qui prennent le drapeau noir blanc, là. Mais en réalité, c'est provoqué par des puissances qu'on peut deviner. Vous avez dit, il y a tel pays ou telle société américaine qui a découvert le gaz. Et puis, les États-Unis n'ont pas vraiment profité. Ensuite, sont venus des acteurs, des opérateurs français. Et puis, voilà, c'est la guerre. Revenons aujourd'hui. Il y a donc une guerre dans cette région. La première réaction du Mozambique, c'était quand même d'aller vers les pays voisins, les pays de la région, à travers la communauté de développement d'Afrique australe, qu'on appelle la SADC, dont le Rwanda ne fait pas partie. Mais on se rappelle, même si cela était une révélation pour nous, il y avait déjà des démarches entre Kigali, Paris et Maputo pour organiser quelque chose, une opération, non pas punitive, mais pour essayer de
d'arrêter cette rébellion islamiste. C'est un trio qui s'expliquait de la manière suivante. Dans la région où il y a le gaz, les opérateurs français opèrent et avaient commencé à se déplacer, à abandonner leur champ ou leur plateforme logistique. En même temps, le Mozambique n'avait pas les moyens d'arrêter cette rébellion. Il a eu recours à la France. Et comme par hasard, c'est Kagame qui a été choisi par le président Macron. Rappelez-vous, quand Kagame était à Paris lors du dernier sommet France-Afrique économique, hein. Et puis à Kigali, le président Macron avait publiquement annoncé qu'il allait soutenir Kagame pour aider le Mozambique à stopper les islamistes. Ça, personnellement, ça m'avait frappé. D'ailleurs, je pense que dans une émission, on en avait parlé. Pour moi, c'était une imprudence extraordinaire. Ça, ce n'est pas un projet qu'on annonce publiquement, même s'il y a une coopération dans ce sens-là. Vous n'allez pas prendre parti au défi de la logique régionale qui est de mise en Afrique. En Afrique, en tout cas à l'Union africaine, généralement, les questions régionales sont résolues par les pays de la région ou l'organisation qui coiffe les intérêts régionaux. En l'occurrence, Mozambique, ça veut dire SADC. Eh bien, je pense que le président Macron n'a pas suffisamment consulté les pays de la région de la SADC. Excusez-moi de vous interrompre un peu. Je me souviens que lorsque Macron s'est rendu à Kigali pour renouer les bonnes relations, son voyage devait l'amener directement de Kigali à l'Afrique du Sud. Tout à fait. Et y avait-il un lien, une relation avec justement cette transaction? On dit qu'il voulait justement servir d'intermédiaire entre Kigali et Pretoria pour adoucir un peu le choc de ce qui se préparait, pour adoucir le choc de cette immixtion, de cette ingérence dans les affaires SADC. Parce qu'effectivement, il faut qu'on le souligne aussi, les pays de la SADC ont très très mal pris la décision du Mozambique de faire appel au Rwanda, qui n'est pas un pays membre de cette communauté régionale. Et ils l'ont fait savoir, notamment par la bouche de la ministre sud-africaine des Affaires étrangères. Alors moi, je pense que le fait que quelques temps après, Kigali a annoncé l'envoi de plus de 1000 militaires au Mozambique a eu des conséquences assez négatives sur les relations entre le Rwanda, les pays de la région, et même entre le Mozambique et les pays de sa région, de la SADC. Ça, c'est une première conséquence regrettable. Une fois encore, on peut penser que Kigali l'a fait sans doute pour montrer ses muscles, pour montrer que c'est un pays organisé, qu'il a été choisi par la France pour jouer ce rôle, pour servir les intérêts français dans cette guerre-là. Mais la France, après tout, elle va se retirer de la région. Quand elle aura assouvi ses intérêts, la France ne va pas rester. Resteront plutôt les pays de la région face au Rwanda. Et je pense que ce pays est en train de négocier d'ailleurs, essayer de réduire l'impact ou les conséquences qui sont nées de cette immixtion, de cette ingérence dans les affaires de la SADC. Réussira-t-il? Peut-être, hein, parce que la diplomatie rwandaise est assez active dans ce domaine-là. Ils vont sans doute faire appel aux Américains, aux Français, bien sûr, qui sont déjà avec eux dans ce dossier, et à d'autres, la Chine. Ils vont remuer ciel et terre, ils vont aller voir les Russes en leur disant ah, « Tiens, après tout, nous sommes ensemble en Centrafrique. Pourquoi vous n'intervenez pas pour moi ?» Mais je pense, cher Aloïs, que la grande question ici, c'est moins un problème diplomatique. Je pense que le problème se trouve à l'intérieur du Rwanda. Comment comprendre que le Rwanda devienne aujourd'hui c'est un exportateur de chair humaine, en fait.
C'est-à-dire que partout où il y a la guerre en Afrique. Oui, vous allez essayer de développer cette idée, mais pour vous y aider, beaucoup de journalistes, je dirais que beaucoup de journalistes se sont posé la question, mais pourquoi le Rwanda va-t-il au Mozambique? Quels sont les intérêts qu'il y trouve, qu'il a? Pourquoi Moi, je d'autres parle du pays, Mozambique, mais aussi de tous les autres oui, pays. Le Rwanda d'autres envoie ses pays troupes. africains aussi, comme la Centrafrique? Tout à fait. Alors, pour montrer l'exemple, j'ai ici un article. Lorsque le Rwanda préparait son coup justement au Mozambique, j'ai ici un article de RFI qui s'étonnait aussi, dont les journalistes s'étonnaient aussi, comment le Rwanda pouvait s'immiscer dans les affaires. Enfin, eux, ils disent que le Rwanda se fait gendarme du Mozambique, mais ils savent aussi que le Rwanda est présent ou est présent dans d'autres pays. Tout à fait. Alors, ils se posaient justement la question, pourquoi le Rwanda? Est-ce que le Rwanda veut se faire gendarme du Mozambique ou de l'Afrique? Et voilà, c'est l'article. Et pour ceux qui ne savent pas bien lire distinctement sur l'écran, je peux activer le mode de lecture. Le Rwanda, nouveau gendarme du Mozambique. Le Rwanda a annoncé l'envoi d'1 millier de soldats au Mozambique pour aider à lutter contre les groupes djihadistes dans la province de Cabo Delgado. Ces groupes, connus localement sous le nom d'Al-Shabaab, font régner la terreur, depuis près de 4 ans dans le nord-est du pays et auraient fait près de 3000 morts. Selon Kigali, ce déploiement commencera immédiatement. Le mois dernier, la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, a également indiqué qu'elle enverrait des troupes pour éviter que la menace ne déstabilise la région. L'annonce de Kigali a surpris. Jusqu'à récemment, le gouvernement mozambicain s'était montré réticent à toute aide militaire étrangère. Cependant, selon le chercheur Thierry Vircoulon, joint par RFI, Maputo préfère avoir des soldats rwandais sur son sol plutôt que des hommes de la SADC. Cette annonce est le résultat de contacts précédents, qui remontent à quelques semaines, voire quelques mois, après notamment l'attaque de la ville de Palma, qui avait choqué un peu tout le monde, explique le chercheur. Les autorités mozambicaines à ce moment-là ont discuté avec le président Kagame et donc se sont mises d'accord pour que des troupes rwandaises soient déployées au nord du Mozambique, pour lutter contre l'insurrection djihadiste. En effet, l'Afrique du Sud, qui est évidemment le pilier de la SADC et qui, s'il y avait eu une intervention militaire de la SADC, aurait joué un rôle principal. Les autorités mozambicaines ne veulent pas de l'Afrique du Sud, qu'elles voient comme la grande puissance de l'Afrique australe et donc elles ne veulent pas laisser son armée entrer sur son territoire. Donc on voit à la fois l'affirmation du Rwanda comme une puissance militaire en Afrique. Et en même temps, du côté de Maputo, le refus d'une SADC qui est en fait un peu le faux nez de l'Afrique du Sud. Selon Kigali, le déploiement de militaires et policiers devrait commencer immédiatement et ces hommes se battront aux côtés des forces armées mozambicaines. Pour le chercheur Thierry Vircoulon, le gouvernement rwandais tente de s'imposer comme gendarme sur le continent. Le Rwanda mène maintenant une politique de fournisseur de sécurité, ajoute Thierry Vircoulon. Le premier exemple, cela a été la Centrafrique où il a envoyé des troupes. Maintenant, c'est en Afrique australe. Donc, on voit qu'il agit à la fois en Afrique centrale et en Afrique australe. Je pense que le régime rwandais veut démontrer qu'il a maintenant une capacité militaire et qu'il peut la projeter. Je pense que c'est une politique très claire de Kigali. De démontrer qu'il est en capacité d'intervenir ailleurs que dans les Grands Lacs, dans son voisinage immédiat. Et qu'il peut projeter des troupes en Afrique, à droite et à gauche. À lire aussi, Mozambique, le Rwanda annonce l'envoi de soldats au Cabo Delgado. Voilà, donc je voulais, par cet article, j'ai vu que ça allait vous introduire sur le sujet de l'attitude du Rwanda en Afrique et dans la région sud de l'Afrique. Tout à fait, c'est en partie, oui, c'est une bonne analyse, hein, mais une analyse qui constate que le Rwanda envoie des troupes partout en Afrique, parce qu'il n'a pas parlé du Mali, il n'a pas parlé
de la Somalie, du Soudan et des autres pays où le Rwanda entretient une présence. Il n'a pas parlé de Haïti, où le Rwanda avait beaucoup de soldats et de policiers. En fait, on se demande pourquoi, par exemple, le Mozambique n'a pas eu recours au Burundi, à la RDC, à l'Ouganda et aux autres. Pourquoi le Rwanda? Est-ce que c'est le Rwanda qui s'est proposé ou c'est le Mozambique qui a fait la démarche initiale? Moi, je pense que... Ou alors la France. Enfin, la France et le Rwanda. La France, oui. Voilà, les trois, en fait. La France a dû jouer les intermédiaires assez efficaces pour convaincre le Mozambique que si le Rwanda y allait, que ce serait dans l'intérêt des trois pays. Mais il y a des problèmes au Rwanda qui font que tous ces militaires sont obligés d'aller quelque part. Vous savez, il y a trop de militaires de l'armée rwandaise, il y a trop de tendance, plutôt j'allais dire, de soubresauts au sein même de cette armée. Au Rwanda, même si on ne le dit pas, il y a beaucoup de conflits internes au sein de cette armée, selon les origines des uns et des autres, selon les influences, selon même la diplomatie régionale. Eh bien, je pense que Kagame, lui, ou l'équivalent, parce que certains disent que Kagame n'a plus la capacité physique de faire tout ce travail tout seul. En tout cas, le Rwanda a décidé que le premier produit d'exportation, surtout vers l'Afrique, ce serait ces militaires. Ce n'est pas les haricots, ce n'est pas les pommes de terre, ce n'est pas le riz, ce n'est pas... le Rwanda, pour ceux qui connaissent la situation actuelle, n'exporte rien vers les pays voisins. Le Rwanda importe pratiquement tout. En revanche, le produit qu'il peut exporter facilement et qui lui rapporte beaucoup d'argent, parce que tout ça n'est pas gratuit, il faut aussi, c'est la force militaire. C'est pourquoi vous voyez que le Rwanda se propose, chaque fois qu'on a besoin de forces d'assistance ou de maintien de la paix dans telle ou telle région. Ce n'est pas seulement en Afrique. Ce n'est pas pour rien justement que les troupes rwandaises et la police rwandaise se trouvaient et se trouvent peut-être encore à Haïti. Donc ça, c'est une première raison. Le Rwanda a besoin, il y a nécessité pour le Rwanda d'exporter ce qu'il a à exporter, ce qu'il peut encore exporter, parce qu'il n'exporte plus rien. Et ça lui rapporte plus que toutes les exportations possibles que les autres pays africains réalisent. Mais là encore, il y a une question, excusez-moi, monsieur l'ambassadeur. Le Rwanda, en Afrique, ce n'est pas une si grande puissance militaire. On connaît l'Angola, qui est d'ailleurs ami frère, pays frère du Mozambique, parce qu'ils ont été colonisés par le même colonisateur. Ça crée des liens. L'Angola, c'est une puissance militaire en Afrique, je crois, ça doit être une 4e puissance en Afrique au point de vue militaire. Parlons de l'Afrique du Sud, une armée vraiment compétitive par rapport d'ailleurs à toutes les armées du monde entier. Parlons des pays, d'autres pays africains vraiment super armés et immenses et qui sont économiquement aptes à soutenir leur armée. Mais le Rwanda, un tout petit pays comme ça, qui devient fournisseur de militaires, je ne sais pas si on peut continuer à parler de militaires, bon, parce que la façon dont ils sont fournis, je me demande si on peut continuer de les appeler des militaires d'un pays. Donc, justement, pourquoi le Rwanda, justement? L'Angola a une armée très, très puissante, une grande armée qui sait faire la guerre, parce que il a passé des dizaines d'années à faire la guerre contre son opposition intérieure ou contre... vous savez, l'Angola est intervenue au Congo pendant quand même pas mal d'années contre justement le Rwanda, entre autres.
l'Afrique du Sud, elle a une grande armée puissante, elle sait, elle peut. Mais ce n'est pas dans leur culture d'exporter leurs soldats. L'armée rwandaise est une armée qui est devenue une armée de mercenaires. Il y a vraiment maintenant un esprit de faire de l'armée rwandaise des troupes mercenaires. Partout où il y a une possibilité, une opportunité d'aller faire la guerre, on envoie des militaires rwandais. Et souvent, c'est le seul président Kagame d'ailleurs qui décide, avec ses jeune équipe d'état-major. Donc, je veux dire que l'Angola ne peut pas intervenir de cette manière-là. En plus, puisque vous parlez de l'Angola et de l'Afrique du Sud, justement, ces deux pays, ils constituent les leaders de la SADC. Et eux, ils sont prêts à intervenir. Ils ont pris une décision régionale pour intervenir au Mozambique. Et malgré tout, le président mozambicain a été obligé de laisser venir les Rwandais les premiers, contre le gré de leurs collègues de la région, contre le gré de l'Afrique du Sud. Et maintenant, il semble qu'il y a des divisions entre les pays de la SADC, notamment, il semblerait que le Zimbabwe accepte que le Rwanda intervienne. Peut-être que le Zimbabwe n'a pas les moyens d'intervenir au Mozambique, ou qu'il ne veut pas. Et en tout cas, il a cédé, il a apporté son appui à l'intervention rwandaise. Vous voyez, donc, en même temps que le Rwanda force la main de l'Afrique du Sud et des autres pays dont il sait qu'ils ont quelques problèmes internes, il commence à créer des failles, une sorte de brouille entre les membres de la SADC. Est-ce que ça va finir comme ça a toujours fini dans d'autres régions? Est-ce que l'armée rwandaise sera obligée de se battre contre l'armée ou les forces d'assistance qui seront envoyées par la SADC? On ne sait pas, mais ça peut finir de cette manière-là. Parce que l'Afrique du Sud n'a pas supporté qu'au moment, c'était le 7 juillet que la SADC a pris la décision, qu'a annoncé la décision d'envoyer des troupes en accord avec le Mozambique. Et 2 jours après, je pense, le Rwanda a envoyé 1000 personnes, 1000 militaires. Tout ça n'est pas, c'est pas très diplomatique, c'est pas très courtois, c'est inamical même pour certains. Et donc, il faut vraiment souhaiter que finalement le Rwanda continue à jouer une diplomatie d'apaisement et que tous ces partenaires-là, puisque l'objectif final, c'est la paix au Mozambique. Mais il y a une autre raison pour laquelle le Rwanda envoie des militaires à l'étranger. Cela est connu. C'est pour se rapprocher des pays où le Rwanda pense qu'une certaine opposition rwandaise est active, ou commence à se former, où il y a une communauté rwandaise qui commence à devenir, je dirais, riche, comme ils disent au Rwanda. Il y a des Rwandais riches au Mozambique, au Malawi, en Zambie, en Afrique du Sud. À partir du moment où le Rwanda observe un certain développement économique au sein de la communauté rwandaise, dans tel ou tel pays, il envoie des agents pour essayer de déstabiliser cette communauté. D'ailleurs, le premier signe de l'arrivée des troupes rwandaises au Mozambique, ça a été effectivement de commencer des enlèvements, des kidnappings de certains opposants rwandais dans ce pays. Rappelez-vous, notre jeune frère Cassien Ntamuhanga, il a été kidnappé juste entre la date d'annonce de la décision d'intervenir et la date d'envoi des militaires. Et entre-temps, un groupe de policiers rwandais était passé par Maputo et avait conclu des accords de kidnapping avec... C'est terrible. Donc, il y a plusieurs éléments concordants qui montrent que si le Rwanda intervient, ce n'est pas que pour l'intérêt des pays qu'il prétend vouloir aider, mais en fait, c'est pour ses intérêts d'abord économiques, parce que la présence de ces troupes est payante, payée par les pays assistés. Parce que le Rwanda, c'est pas, Kagame n'est pas Napoléon, pour ainsi dire. Mais il se comporte comme Napoléon. Finira-t-il comme Napoléon? Seul Dieu le sait. En tout cas, ce n'est pas un bon signe, même s'il parvient à impressionner quelques chefs d'État européens.
qui lui paie justement sa complaisance et sa complicité dans certains grands dossiers. Vous savez, on peut se dire aussi pourquoi la France, pourquoi l'Union européenne, pourquoi certains grands pays européens continuent à soutenir Kagame dans ces aventures-là. Parce que Kagame leur rend l'échelle, en fait. Kagame est intervenu pour débarrasser l'Europe des demandeurs d'asile qui étaient stationnés en Libye. Il y a eu 3000 ou 3500 d'entre eux qui ont été envoyés au Rwanda. Et ça a été financé par l'Union européenne. Ça, c'était déjà un scandale, en fait. Pourquoi un pays africain comme le Rwanda, qui a, d'une manière politique, a participé à la destruction de la Libye, parce que le Rwanda était le seul pays africain à avoir soutenu les interventions européennes, américaines et autres en Libye. Et c'est ce pays qui, comme par hasard, est payé pour débarrasser l'Europe de ces demandeurs d'asile qui sont aux portes, qui étaient sur le point de traverser la Méditerranée. Après ça, il y a eu d'autres échanges plutôt étonnants. Aujourd'hui, on parle de l'envoi de plusieurs demandeurs d'asile au Danemark, c'est-à-dire des gens venant de partout, hein, pas seulement des Africains, des demandeurs d'asile au Danemark qui vont être envoyés devenir des demandeurs d'asile au Rwanda, contre leur gré, parce que si quelqu'un a quitté le Pakistan ou le Congo ou le Sénégal pour demander l'asile au Danemark, ce ne sera pas de gaieté de cœur qu'il deviendra demandeur d'asile au Rwanda. Et tout ça est payé. Tout ça est marchandé. Ce n'est pas juste de la diplomatie. Et puis, beaucoup d'autres. Hein, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent et ce qui est terrible dans tous ces événements, c'est qu'il n'y a même pas de système de suivi. Si aujourd'hui on demandait à l'Union européenne d'expliquer en fait ce que sont devenus les 3500 Africains ou les 300, je ne sais plus, c'était quelques milliers je pense, hein. Que sont-ils devenus? Où sont-ils? Sont-ils au Rwanda? Ont-ils été laissés dans la nature? Sont-ils retournés dans leur pays? Parce qu'il y avait des Érythréens, il y avait des Somaliens, il y avait des Camerounais, il y avait des pays, des gens de pays africains, y compris de pays d'Afrique de l'Ouest. Pourquoi ne les a-t-on pas renvoyés dans leur pays d'origine? Mais on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, ni ce que le Rwanda en a fait. Certains disent qu'il les aurait même enrôlés dans son armée. Personne n'a assuré le suivi de cette opération. Donc, c'est donnant-donnant. Il y a quelque chose qui se passe entre le régime de Kagame et l'Europe et l'Union européenne. C'est vrai que ce n'est pas que l'Europe, parce que même les pays africains, quelqu'un qui peut, je me demande par quelle baguette magique il parvient à convaincre les gens que c'est lui qui peut résoudre leurs problèmes, alors que la force et la possibilité de résoudre leurs problèmes, ils en ont aussi ailleurs. Donc, c'est qu'il présente un certain avantage, un plus dans toute cette transaction, parce que c'est une transaction, comme vous l'avez bien expliqué. Alors, pourquoi? C'est quoi ce plus qu'il a de convaincre? C'est la fable du crapaud qui a voulu se faire le bœuf. Voilà, c'est difficile à expliquer. C'est le système du mercenariat international. Lorsque des pays européens demandent à tel gouvernement ou à tel pays de déstabiliser son voisin, prenons l'exemple du Burundi en 2015. Moi, depuis 2014, je savais, et j'avais prévenu certaines personnes, je savais qu'il y avait des personnalités très, très importantes, des anciens chefs d'État européens, France, Suisse, Allemagne, des gens qui passaient inaperçus, hein, des anciens chefs d'État de ces pays neutres, des anciens chefs d'État qui n'ont jamais été que des présidents symboliques. Mais ils étaient à la manœuvre
Ils allaient même au Burundi comme consultants ou ceci ou cela, mais je savais, j'avais eu des informations selon lesquelles ils préparaient quelque chose contre le gouvernement de Nkurunziza par le Rwanda. Donc, Kagame ne fait pas ça, ne déstabilise pas le Burundi que pour les raisons politiques ou ethniques que nous avions en général à l'esprit. Il y a aussi de l'argent qui accompagne tout ça. Donc, d'un côté, Kagame est payé pour ça. D'ailleurs, il l'a dit. Rappelez-vous, Kagame avait dit qu'il ne voyait pas pourquoi la MONUSCO, qui ne parvenait pas à régler les problèmes du Congo, et d'autres pays qui n'arrivaient pas à résoudre leurs propres problèmes, il dit, je ne vois pas pourquoi moi je vais être appelé à les résoudre sans être payé. Il a dit qu'il me paye et je vais les régler. Il a dit ça dans un discours à Kigali. Ce n'était pas des propos non, c'était dans un discours officiel. Alors, prenons l'autre cas, la Centrafrique. La Centrafrique, il y a un gouvernement en place qui a demandé l'intervention du Rwanda et peut-être, qui sait, qui d'autre l'a demandé en fait. Sur un terrain comme celui-là, il y a des pays qui donnent l'impression qu'ils ne sont pas du même côté, mais en fait qui travaillent ensemble. Donc, le gouvernement centrafricain reçoit des aides et reçoit des mercenaires pour l'aider à survivre. C'est triangulaire à chaque fois. Le Mozambique, si on a dit au président mozambicain d'accepter la présence de troupes rwandaises au lieu des soldats de la SADC, je suppose que le Mozambique a été payé pour accepter ou aider autrement, ou qu'il y a eu des promesses d'aide. Donc, d'un côté, il reçoit une armée de mercenaires bien aguerris, parce que contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, là, je pense que l'armée rwandaise, c'est une armée forte, prête à tuer, de toute façon. De toute façon, ils ont l'expérience. Hein? Ils ont l'expérience et n'hésitent pas à tuer. C'est leur métier. Oui. Et donc, le Mozambique a reçu ces gens, des cow-boys, des tueurs, hein, qui n'ont pas... Vous allez voir, les rebelles, ils vont avoir quelques soucis. Mais le Mozambique a en même temps reçu des aides financières, il y aura des investissements au Mozambique, etc., de certains pays européens. Et méfions-nous, l'Europe est unie dans tous ces dossiers. Nous voyons souvent la France, mais en réalité, l'Europe est ensemble dans tous ces dossiers. Vous savez, qui est le président vous connaissez, vous êtes en Belgique, vous savez qui est M. Michel à la Commission. Voilà. Vous savez qui est son père, Louis Michel. Louis Michel, je ne vais pas dire des choses parce que ce n'est jamais sûr, hein, mais il est très très proche de Kagame. Il ne peut pas laisser couler Kagame, même surtout maintenant, au moment où Kagame a des soucis, a des problèmes, eh bien, c'est là que l'armada européenne, comme par hasard, propose des marchés improbables au Rwanda. Eh bien, Kagame en profite. Il se débarrasse un peu d'une partie de son armée qu'il envoie à l'extérieur. De toute façon, ils sont bien payés quand ils sont à l'étranger, donc ils ne disent pas non. En même temps, le Rwanda est payé pour cette action et augmente son influence à l'étranger. Mais je dirais que pour le peuple rwandais, ce n'est pas ambassadeur, permettez-moi d'exprimer certaines inquiétudes qui montent à moi lorsque je vous entends parler. Parce que dans tout ce que vous avez dit, j'ai sous-entendu une immoralité de plus en plus douteuse dans la diplomatie du monde entier actuellement. Donc, parce que quand on fait appel à certains gens comme Kagame et son armée, dont la moralité justement est aussi en doute, dont le passé, les faits n'est ignoré par personne. Donc,
c'est une inquiétude pour moi quand vous décrivez une diplomatie pareille actuellement moderne. On se dit, mais où est-ce qu'on va? Ça, c'est quelque chose, ça c'est une inquiétude. La deuxième inquiétude, je vais peut-être vous l'exprimer plus tard, mais bon, parlons d'abord de celle-là. C'est une grande inquiétude, en effet. En fait, si vous regardez bien aujourd'hui, qu'est-ce que l'Afrique vaut sur le plan international? L'Afrique n'a plus d'importance sur la scène internationale. L'Afrique n'a plus de voix ou de porte-voix. Nous ne sommes plus dans les années 70 où il y avait des grands chefs d'État qui parlaient et qui disaient non aux Européens, aux Américains et autres. Il n'y a plus de guerre de libération où les Africains se mettaient ensemble pour aider l'Afrique du Sud, pour aider la Namibie, pour aider l'Angola, le Mozambique et même le Sahara occidental. J'ai assisté à de vrais combats diplomatiques entre Africains, mais aussi entre Africains et étrangers, certains défendant l'autonomie du Sahara occidental. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Le Sahara occidental n'a plus de pays africains pour le défendre. Moi, je ne veux pas dire, où penche mon cœur dans ce dossier-là. Mais il n'y a plus. Il n'y a plus. Sur le plan international, l'Afrique n'a plus de poids du tout dans les grandes crises. Il n'y a plus en fait de non-alignés. Rappelez-vous quand il y avait encore le mouvement des non-alignés, ça avait un sens. Les Africains étaient membres de ce mouvement des non-alignés et ils passaient justement par le biais de toutes ces organisations internationales, informelles ou formelles, pour faire valoir leurs idées. Aujourd'hui, tout ça est fini. Tout ça est fini. L'Afrique n'a plus de voix. Et donc, les Européens choisissent des marionnettes, des gens sans foi ni loi, qui dirigent certains pays africains, les plus pauvres en général, mais peut-être les mieux organisés dans la pauvreté, pour justement les aider à servir comme mercenaires. Ce qui se passe en RDC, vous pensez que c'est vraiment le Rwanda qui fait tout ça tout seul? Je ne crois pas. Le Rwanda qui aujourd'hui a délaissé complètement les organisations sous-régionales auxquelles il est normalement adhérent. Le Rwanda ne participe plus aux activités de la communauté d'Afrique centrale. Quand il va en Centrafrique, oui, il va dire oui, nous sommes de la même région et tout ça, mais c'est fini. Le Rwanda, la CPGL, ça ne l'intéresse plus. Le Rwanda n'est plus intéressé aux activités de la CPGL. La East African Community, c'est terminé. Le Rwanda, comme disait le journaliste, M. Vercoulon, le Rwanda se projette loin. Parce que les pays voisins, ça ne lui dit plus rien. C'est un voisinage à la limite hostile, qu'il considère comme hostile, qu'il agresse, mais comme il est soutenu par les Européens principalement et par les Américains, de ce côté-là, il est garanti qu'il n'y aura pas de réplique venant de ces pays-là. Le Congo regarde, sinon se range justement du côté de Kagame pour avoir un semblant de paix. L'Ouganda est fatigué par les actions multiples d'hostilité de la part de Kagame, mais il ne peut rien faire parce qu'ils ont les mêmes amis. Le Burundi, n'en parlons pas. La Tanzanie, même la Tanzanie qui était une puissance sous-régionale à l'époque, et on dirait que la Tanzanie est aussi neutralisée d'une certaine manière. Oui, terminons. Derrière, mais le Rwanda va toujours dire, vous savez, nous avons eu un génocide chez nous, donc ne nous dites rien. Nous avons le droit de tout faire parce que nous avons subi un génocide en 1994. Il n'y a pas d'autre argument en général que le Rwanda. Il dit, nous avons connu le génocide et donc nous sommes bien attitrés, nous sommes indiqués pour aller aider les autres pays à éviter le génocide. C'est son expérience. Et dans tous les autres domaines, il n'y a pas grand-chose. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Pour quitter, donc pour conclure sur ce sujet du
Mozambique, des militaires rwandais au Mozambique. Essayons un peu de nous projeter vers l'avenir, puisque le bilan que vous venez de nous faire avec les pays voisins, avec les pays, les frères africains, c'est une relation qui n'est pas vraiment amicale, si ce n'est que financier et pécunier. Donc, maintenant quel sera l'avenir du Rwanda avec justement ces pays africains? Est-ce que ça va continuer comme ça? Comment voyez-vous l'avenir? Par exemple, partons de la relation. D'ailleurs, j'avais préparé une petite vidéo de 1 minute ou quelque chose. D'ici peu, la SADC va envoyer des militaires, finalement, se battre pour le Mozambique. Ils vont trouver sur place les mercenaires du Rwanda. Est-ce qu'ils vont se battre côte à côte? Est-ce qu'ils vont... la relation, c'est un peu compliqué. La relation, donc, d'abord au Mozambique, hein, et puis entre le Rwanda et les pays africains. J'avais fait une petite vidéo donc, où l'on dit que le Rwanda, plutôt la SADC va envoyer des militaires, hein, comme prévu, parce qu'eux, ils suivent la voie de la diplomatie. Ça doit être un peu long, mais c'est plus efficace que... La communauté de développement des États de l'Afrique australe s'apprête... C'est plus efficace que l'envoi des mercenaires. Et maintenant, ils vont se retrouver tous ensemble sur le terrain. Et je me demande ce qui se passera si... s'ils doivent se battre côte à côte, alors qu'ils ne sont pas mus par les mêmes idéaux et les mêmes objectifs. Voyons d'abord cette petite vidéo. La communauté de développement des États de l'Afrique australe s'apprête à envoyer des troupes au Mozambique victimes des exactions des djihadistes. Mais le déploiement de cette force régionale a un coût. Il faut réunir en effet 10 millions d'euros. Mais la SADC semble déjà avoir trouvé une idée concernant ses sources de financement. La source de financement de cette force sera principalement le fonds de contingence et les contributions des États membres qui y participent avec leurs troupes. Il y a également une contribution de 7 millions de dollars qui sera partagée par les États membres. Les contributions des États membres de la SADC sont attendues au plus tard le 9 juillet. Décision prise par les ministres des Affaires étrangères de l'organisation régionale lundi lors d'une réunion virtuelle, même si le calendrier et la composition de cette force n'ont pas encore été dévoilés. Comme stipulé lors de la dernière réunion des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, les pays de la région doivent soutenir la lutte contre le terrorisme à Cabo Delgado de deux manières. La première, qui a été définie ce lundi, qui est la modalité budgétaire, et la seconde sera définie lors de la réunion qui aura lieu du 30 juin au 2 juillet. Lors de cette réunion, la capacité ou les moyens militaires que chaque pays de la région devrait envoyer au Mozambique seront définis. Voilà, donc c'est normal que la voie diplomatique suive certaines étapes, mais le Rwanda ne suit aucune règle. On dit, demain, il nous faut des militaires quelque part, et ils y vont. Voilà, mais projetons-nous dans l'avenir, quand ils vont devoir se battre côte à côte, en utilisant les méthodes différentes, mus par des idéaux différents, ça va être un peu difficile, même diplomatiquement, mais c'est vraiment
un grand problème que le Rwanda en Afrique. Ben, c'est un grand problème, mais avant d'en arriver là, justement, c'est une des questions qu'il faut se poser et que j'ai posées tout à l'heure. Pendant que la SADC, une grande communauté qui a les pays les plus riches pratiquement de la région, l'Angola, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Botswana, c'est des pays 100 fois plus riches, qui ont 100 fois plus de moyens que le Rwanda. Pendant qu'eux discutent des centimes à investir, à engager dans cette guerre contre les djihadistes, le Rwanda est déjà sur place. Donc le Rwanda n'a aucun problème financier, vous pensez? Ça veut dire que le Rwanda, lui, a quelqu'un d'autre qui paye pour l'envoi de ses troupes. Le Rwanda n'a pas les moyens d'envoyer 1000 militaires au Mozambique. Et ce n'est pas le Mozambique qui va payer. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Ça veut dire que même sur place, au niveau du commandement, la SADC pourrait avoir quelques problèmes de coordination, un peu comme la MINUSMA au Rwanda à l'époque. Donc il vaut toujours mieux, c'est vrai, soit d'avoir un commandement unique, bien organisé pour une communauté comme la SADC, plutôt qu'un seul pays. Mais sur le plan logistique, je pense que c'est plus facile pour le Mozambique, effectivement, d'avoir des troupes venant d'un peu plus loin, dont il est sûr qu'ils vont rentrer chez elles, ces troupes-là, alors que pour l'Afrique du Sud, la Tanzanie et les autres, c'est des pays voisins, ils se disent, ben, une fois qu'ils seront là, est-ce qu'ils ne vont pas avoir tendance à y rester? C'est nos voisins immédiats qui vont découvrir ce que nous faisons, comment nous vivons, qui vont peut-être se mêler de nos affaires intérieures. Donc, ils préfèrent une armée de mercenaires venus de je ne sais pas combien de milliers de kilomètres et qui vont rentrer la mission terminée. Ça aussi, c'est une autre réalité. Mais c'est vrai que la grande question, c'est que va-t-il se passer lorsque la SADC aura envoyé des troupes au Mozambique? Moi, je pense qu'il y aura toujours... ils vont peut-être se partager ou se diviser en zones. Le Rwanda va probablement intervenir dans une zone donnée, occupera une position dans telle région, et la SADC ailleurs. Sinon, ensemble, je pense que ce n'est pas tout à fait la même culture militaire. Moi, c'est ce que je crois. Ils ne pourront pas travailler ensemble en termes de logistique régionale. Le Rwanda devra nécessairement s'occuper d'une région donnée, probablement de la protection des plateformes dont on a parlé, où c'est la France, en fait, qui domine. Et puis les autres s'occuperont de combattre les djihadistes dans la région qui n'est pas concernée par la France, je pense. Parce qu'il y a nécessairement des secrets qui seront connus peut-être un jour entre le président Macron et le président Kagame, des secrets qui n'ont pas tout à fait livré à Ramaphosa, parce qu'actuellement, Ramaphosa n'est toujours pas d'accord que le Rwanda soit au Mozambique. Donc, Macron ne l'a pas convaincu. Ça, au moins, c'est sûr. Voilà, c'est une situation que nous allons suivre pour l'avenir, parce que c'est une situation qui va certainement évoluer. De quelle manière, on ne sait pas. Mais on vous fera signe, encore une fois, dès qu'il y aura du nouveau dans l'affaire. Merci de nous avoir fait comprendre certaines choses que nous ne pouvions nous-mêmes pas comprendre dans la relation Rwanda, France, Mozambique, même d'autres pays africains. Parce que au point où on en est, c'est une diplomatie, en tout cas, qui est un peu difficile à comprendre. Vous avez fait une comparaison avant de terminer, Aloïse. Oui, dans les années 70, lorsque justement l'Afrique était confrontée au phénomène de néocolonialisme venant d'ailleurs, mais aussi de la libération d'une partie de l'Afrique contre l'Afrique du Sud en ce qui concerne la Namibie, l'Angola et le Mozambique pour le Portugal,
il y avait à l'époque un pays qui pouvait tout faire, qui avait le droit de tout faire, qui avait le droit de poursuivre ses opposants à l'extérieur, de les assassiner à Paris, dans les grandes capitales européennes. Ce pays avait conclu un pacte avec les pays occidentaux et c'était l'Afrique du Sud de l'apartheid. Parce qu'ils s'avaient isolés et ils savaient que sans les Occidentaux, l'Afrique allait se libérer immédiatement. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs après quand certains pays ont commencé à lâcher. Quand Mitterrand notamment est arrivé au pouvoir, les choses ont commencé à bouger déjà. Même si les assassinats à Paris, bon, il y a eu un grand assassinat à Paris d'une grande opposante sud-africaine, sous Mitterrand, je pense. Mais l'Afrique du Sud, pendant toute cette période, qui avait été mandatée par l'Occident pour jouer un certain rôle, pour garder une grande partie de l'Afrique australe sous l'occupation ou sous le contrôle occidental. C'était encore, rappelez-vous, à l'époque des grands blocs Occident contre URSS. Eh bien, la guerre froide jouait en faveur de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, on a l'impression que le Rwanda occupe la place qu'occupait l'Afrique du Sud à l'époque. Le Rwanda peut se permettre de tout faire. Il peut espionner ses opposants. Il peut assassiner des opposants dans n'importe quel pays du monde. Il peut kidnapper qui il veut. Le Rwanda peut... Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment étonnant. Un autre pays africain qui se permettrait de faire la moitié de ce que fait Kigali, eh bien, il subirait les foudres de la planète, de la communauté internationale. Mais le Rwanda, non. Donc, c'est que le Rwanda, quelque part, a une mission qui s'est engagée à mener. Le Rwanda a été chargé disons les choses, hein, une mission qui consiste à déstabiliser une bonne partie de l'Afrique centrale et australe, d'ailleurs. C'est ce qui va arriver et ça va continuer. Tant que le Rwanda aidera l'Occident à protéger ses intérêts, les intérêts occidentaux dans la région, en RDC, et maintenant au Mozambique, peut-être en Ouganda, si Museveni ne fait pas attention, le Burundi a échappé de peu et ce n'est pas fini. Vous allez voir, hein, Kagame va rester, et, sauf si les Rwandais eux-mêmes décident de changer les choses. Les Rwandais ou les patriotes de la région d'Afrique des Grands Lacs. Autrement, ça ne finira pas par une baguette magique. Hein, non, ça risque de continuer. Le Rwanda a été installé, enfin, le régime de Kagame est installé pour jouer son rôle. Son armée est renforcée par les mêmes Occidentaux. Et le Rwanda joue bien son rôle et puis voilà, ça continue. Oui, c'est un avenir, plutôt sombre, mais c'est notre région, notre pays. Donc, c'est aux Rwandais de voir si ils peuvent être dirigés ou ils peuvent continuer à être dirigés par, en tout cas, un État qui se comporte de cette manière, parce que ce sont les Rwandais aussi qui en subissent les conséquences. Et nous allons en parler tout à l'heure dans un autre sujet sur le Rwanda, de ce comportement, justement, de ce gouvernement par rapport à ses voisins, à ses amis, surtout aux Rwandais.